Bienvenue à toutes et à tous et merci de prendre du plaisir à suivre l'actualité sur Eden Télévision. Au sommaire, la présidente de la République d'Estonie, son Excellence Madame Kersti Kaljulaid, est arrivée au Bénin dans la nuit de ce mardi 4 décembre. Il s'agit d'une visite officielle qui prendra fin ce jeudi. Et puis le monde célèbre ce 5 décembre la journée mondiale du bénévolat. Nous en parlons dans cette édition d'information. Et puis à Madagascar, le candidat finaliste et ancien président Marc Ravalomanana se lance dans la campagne pour le second tour de l'élection présidentielle dans ce pays. Les détails sont à suivre dans un instant. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité à Eden Télévision. Sur l'invitation du chef de l'État Patrice Athanase Guillaume Talon, Kersti Kaljulaid, présidente de la République d'Estonie, effectue depuis ce mardi 4 décembre 2018 une visite officielle au Bénin. Elle a été reçue à son arrivée à l'aéroport international Bernardin Cardinal Ganti de Cotonou par Aurélien Guenochi, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Bénin. Durant son séjour, elle sera reçue par le président de la République Patrice Athanase Guillaume Talon au palais de la République et parrainera à ses côtés la signature d'un mémorandum de coopération bilatérale par les ministres des Affaires étrangères des deux pays. La présidente d'Estonie profitera à son tour de son séjour, bien évidemment, pour animer une conférence sur l'importance du numérique dans le développement d'une nation et ira à la rencontre des opérateurs économiques béninois. L'Estonie, rappelons-le, est connue mondialement pour être le pays leader en matière d'adoption et d'intégration des outils numériques dans la gestion au sommet de l'État à travers la e-gouvernance, la e-citoyenneté et d'autres avancées majeures promues dans ce pays. Son séjour au Bénin prendra fin le 5 décembre. Ce jour, donc, demain, pour plus de précision. Alors, faire du bénévolat ou du volontariat, vous le savez, c'est consacrer son temps libre, son énergie et ses compétences au service d'une communauté, d'une cause. Eh bien, ce 5 décembre, c'est la journée mondiale du bénévolat. L'objectif, bien évidemment, c'est de célébrer tous les bénévoles à travers le monde qui agissent en faveur du développement économique et social, mais aussi de mettre en avant, justement, le rôle joué par les associations qui s'efforcent pour répondre aux divers besoins sociaux. Et ces jeunes en question, que pensent-ils du bénévolat? Carlo François Ombeleguinton leur a posé la question. Je vous invite maintenant à en suivre quelques-uns. Le bénévolat, c'est quand même exercer quelque chose, n'est-ce pas, dans une société ou, je sais pas, dans une entreprise sans être rémunéré, en quelque sorte. C'est vrai, vous aurez à travailler. On ne vous paye rien, vous travaillez, mais arrivé à un moment donné, ça va donner quelque chose. Et vous aussi, dès que ça va donner, vous allez forcément oublier les péripéties, les difficultés que vous avez eu à vivre par le passé. Il faut se sacrifier, dit-on, comme beaucoup de gens se sont sacrifiés. Ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur. Il faut beaucoup faire pour son pays, pour attendre beaucoup de choses de son pays ici, car le développement du pays ne se fait pas par seule personne, c'est pour tout le peuple. Donc je peux le faire facilement aussi. Et en travaillant ensemble, on va se créer des liens d'amitié entre nous. Et ça aussi, c'est une bonne chose. Je conseillerais à mes camarades étudiants de bien vouloir faire le bénévolat parce que ça leur permettra de gagner plus en expérience. C'est une façon d'acquérir de l'expérience en fait. Bon, parce que en toute chose, on acquiert de l'expérience. Donc selon moi, si c'est une chose, bon, si ce qu'on me demande de faire, ça va me rapporter de l'expérience, quelque chose que je ne connais pas. Parce que tout ça là, c'est de la découverte aussi. Donc, si ça va m'apporter quelque chose, pourquoi pas?
Dans la suite de cette édition d'information, nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. C'est du moins ce qu'a précisé le professeur Joseph Kizerbo. Eh bien, par ce devoir de mémoire, c'est bien par ce devoir de mémoire que nous allons poursuivre cette édition d'information. 4 décembre 1958, 4 décembre 2018, nous vous en parlions hier dans nos précédentes éditions. 60 ans déjà que la République du Dahomey, actuel Bénin, a été proclamée. La rédaction de l'Eden Télévision s'en souvient. Que retenir de cette date mémorable? En voici les précisions avec Fréjus Seblanc. Entre 1946 et 1960, le Dahomey connaît une floraison de partis politiques. Souroumiga Apiti, député maire de Porte-Nouveau, Justin Aromandegbe ou Émile Derlin-Henri Zinsou s'imposent comme les figures dominantes de la vie politique locale en vue de l'autonomie ou de l'indépendance du Dahomey. De Gaulle décide donc de trancher dans le vif. Il organise le pouvoir en France, le pouvoir français, et en profite pour se dire quelle sera la part du peuple, des peuples africains d'Afrique noire. Ce qui va le conduire à réorganiser le pouvoir colonial, c'est le référendum gaulliste du 28 septembre 1958. Le Dahomey, alors État de l'Union française, vote oui au référendum du 28 septembre 1958 et devient un État de la communauté française. En 1958, le 4 décembre 1958, nous est créée la République du Dahomey. Souroumiga Apiti devient président du conseil de gouvernement. Il bénéficie d'une très large majorité avec le Parti progressiste dahoméen PPD, fondé en 1958 et rassemblant le Parti républicain du Dahomey PRD et d'anciens membres de l'Union démocratique UDD. La nouvelle République du Dahomey est d'abord tentée de s'allier au Sénégal, au Soudan français et à la Haute-Volta au sein de la Fédération du Mali. Désapprouvé par la France, ce projet échoue. Le 17 janvier 1959, la création de la Fédération du Mali, à laquelle participent les parlementaires du PPD, provoque son éclatement. Maga et Apiti s'opposent au projet de la Fédération et reconstituent leurs partis respectifs, le RDD et le PRD. C'est donc en ordre dispersé que se déroulent les élections à la première Assemblée nationale dahoméenne, les 2 et 23 avril 1959. L'entre-deux-tours est marqué par la démission de leur poste ministériel d'Alessandra Dandé, de Louis Ignacio Pinto et d'Émile Derlin-Zinsou qui entendent montrer leur attachement à la fédération. Mais aucun parti n'obtient la majorité à l'issue des élections qui donnent 28 sièges au PRD, 22 au RDD et 20 à l'UDD-RDA. Un gouvernement d'union nationale est donc formé avec Souroumiga Apiti à sa tête. Le 21 mai 1959, Apiti démissionne. Avec le soutien des élus de l'UDD-RDA, Hubert Maga le remplace. Sans majorité, Maga parvient tant bien que mal à se maintenir. L'élection à la présidence de la République du Dahomey entraîne la formation du Parti des nationalistes du Dahomey, PND, qui regroupe le PPD de Zinsou et le PRD d'Apiti. Mais soucieux de barrer la route au PPD, l'UDD-RDA soutient la candidature d'Hubert Maga qui est élu premier président du Dahomey le 26 juillet 1960 et proclame l'indépendance du pays le 1er août de cette même année en présence de Louis Jacquinot qui représente la France. La classe politique fait voter donc le oui. La jeunesse africaine était pour le non. La Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, l'Union générale des étudiants d'Afrique occidentale à Dakar, l'Union générale des étudiants et élèves dahoméens à Cotonou, prônait le non au référendum et la volonté d'aller à l'indépendance. De Gaulle se dit, si je ne me mets pas dans le mouvement, c'est la classe politique qui va être détruite. Et à partir de ce moment-là, c'est nous qui perdons, puisque nous serons contraints à aller à l'indépendance. Après être devenu une république le 4 décembre 1958, puis indépendant le 1er août 1960, le Dahomey obtint le 22 septembre son siège à l'Organisation des Nations Unies. Sa première constitution est approuvée par l'Assemblée constituante le 25 novembre 1960. Et ceci n'est plus un secret. Interrogé à la veille de chaque année, le FA a à nouveau révélé dans la matinée de ce samedi 1er décembre la configuration de l'année 2019. À travers le principal signe où Liu Fu apparu ce 1er décembre, eh bien, l'année 2019 s'annonce apaisée et prospère. Comment les citoyens ont-ils accueilli les interprétations du TOFA 2019? Élément de réponse dans ces propos recueillis. Comme l'a dit nos aïeux, le FA ne ment jamais. Et le TOFA de 2019 a prédit que l'année 2019 sera une année heureuse pour tout le monde.
pour ceux du côté du pouvoir et ceux du côté de l'opposition. Si ceux qui souffraient en temps là auront de quoi dire en 2019, c'est qu'en 2019, ceux qui se battaient vont gagner la bataille. Donc sincèrement, en 2019, même si tu as de l'opposition, l'année 2019 est là, c'est une année de joie. Selon moi, c'est ce que le FA a dit. Puisque ceux qui souffraient dans le pays, en 2019, ils auront la paix du cœur. C'est-à-dire qu'en 2019, précisément en mars, le FA va nous délivrer. Je pense que ce que Tofa est en train de dire comme ça, oh non, je ne voudrais pas espérer. D'abord, en anglais, on dit wait and see. Je voudrais voir d'abord ce que le Tofa est en train de dire, que je voudrais commencer par faire propagande. Moi, maintenant, je ne voudrais pas aller faire beaucoup de propagande. Le Tofa 2019, à ce qui paraît, a donné un très bon présage parce que j'ai suivi sur les réseaux sociaux les retombées du professeur David Kofi Aza. Je peux dire que cela me donne un sentiment de satisfaction puisque le Béninois lambda, durant déjà que le chef de l'État aussi a promis au fait de 2 années de serrage de ceinture. Donc, étant donné que le FA a présagé maintenant, le FA a prédit que la norme changera, je ne peux que dire que j'espère, parce que je crois en la chose. Je suis béninois et puis c'est déjà une chose à laquelle je crois. Donc je peux dire que cela donnera de très bons présages. Tout ce que le Tofa a dit, c'est réel. Le Tofa dit, sur le plan culturel, politique, tout ira bien, mais sur le plan économique, ça ne va pas. Effectivement, je vois mal comment l'économie béninoise pourra prendre de l'envol. Alors, il faudra que ce que le Tofa a dit au président Talon, si Talon veut la paix, il doit revenir sur sa décision. Essayer de s'entendre avec la vieille classe politique, c'est-à-dire s'entendre avec le président Yaïboni, s'entendre avec le président Nicéphore Soglo et fumer le calumet de la paix avec Sébastien Diavon, avec Lionel Zinsou, avec les Aniabossou. Si tous ceux-là reviennent à de bons sentiments avec le président Talon, je crois que l'économie du pays va redémarrer sur des chapeaux de roue. Tofa 2019, les interprétations diverses justement d'une personne à une autre. Alors, on va poursuivre maintenant dans la suite de cette actualité. Eh bien, nous remontons encore dans la commune d'Abomey-Calavi, plus précisément à l'EPP Zekamé. Nous sommes à Glo-Digbe. Eh bien, cet établissement est confronté à une série de difficultés, entre autres le manque d'enseignants. Mais comment le corps enseignant et les élèves arrivent-ils à surmonter justement cette série de difficultés? Élément de réponse justement dans ce reportage. Le vendredi 2 novembre 2018, la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, CSTB, s'évertuait à présenter l'état de l'école béninoise à la presse. Parmi les problèmes dénoncés à cette date figurait le manque créa d'enseignants. Un tour sur le terrain nous a permis de toucher du doigt cette réalité. Ici, nous sommes à l'école primaire publique AEB de Golo-Zekamé, dans l'arrondissement de Golo-Digbe, commune d'Abomey-Calavi. Nous n'avons pas le nombre d'enseignants qu'il faut pour notre école. Je prends le groupe A que je dirige. Nous devons être 6 sur 6. Et depuis près de 4 ans, on se retrouve à 4 sur 6. Et vous prenez le groupe B, c'est une école à 6 classes. Mais il n'y a que 2 enseignants pour les 6. Donc au total, on devait avoir dans notre école 12 enseignants pour le complexe. C'est un complexe A et B. Mais il s'est fait que c'est la moitié que nous avons. Donc nous sommes 6 sur 12. Face à cette situation, les directeurs des 2 groupes de cette école ont trouvé une parade pour permettre à tous les écoliers d'avoir un enseignant. Et au début de l'année, nous avons commencé chacun par diriger son école. Mais on s'est dit que la tâche ne serait pas aussi facile. Et on a décidé de fusionner. Donc on a
Le maître qui garde le CI garde le CIA et le CIB. Celui qui garde le CP garde le CPA et le CPB, ainsi de suite jusqu'au CM2. Voilà comment nous avons réfléchi pour pallier à ce manque criard d'enseignants dans nos écoles. Une solution de fortune qui, en voulant régler un problème, en crée un autre, puisque désormais, les enseignants sont confrontés à une situation de sureffectif des classes avec ses corollaires. Les enseignants en appellent à des mesures urgentes et concrètes. C'est de tout faire pour qu'on ait le personnel en grand nombre, pour que tous les enfants du Bénin puissent bénéficier de ce droit-là, qui est un droit constitutionnel. C'est mon souhait. Un souhait qui pourrait se concrétiser en 2019 avec le budget du ministère des enseignements maternels et primaires qui passe de 106 à plus de 114 milliards de francs CFA. Et c'est à Madagascar que l'actualité démarre sur le plan africain. Le candidat finaliste, je vous en parlais au sommet, le candidat finaliste et ancien président Marc Ravalomanana se lance dans la campagne pour le second tour de l'élection présidentielle dans ce pays. Il assure avoir beaucoup d'expérience mais reconnaît les erreurs militaires commises lors de ses 2 mandats. Le second tour se déroulera le 19 décembre entre lui et Andry Rajoelina, un scrutin aux allures de revanche après la crise politico-militaire sanglante de 2009. En voici des détails. Le coup, en 2009, j'ai pensé qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut changer. Donc moi, d'abord, c'était en Afrique du Sud, dans un pays qui était bien avancé que nous, en Afrique du Sud. C'était travailler avec les gens qui font l'exploitation minière, qui font l'agriculture, les fermiers et tout ça. Beaucoup d'expérience actuellement. Parce qu'ils étaient concentrés avec le développement rural et aussi l'éducation. Et les militaires, c'est réduit la dépense militaire à l'époque. C'est les erreurs que je reconnais actuellement, c'est les militaires. Le président, hier, le président sortant, il ne tenait pas compte de promesses. Il m'avait dit que, on va se mettre d'accord, si je vais gagner, vous allez me supporter, si vous allez gagner. Mais hier, l'ancien président, laissez-le comme ça. Comme Ryan, comme il dit, moi, je n'ai pas truqué ou bien je n'ai pas volé de l'argent des boîtes roses, je ne voulais pas aussi critiquer les gens. Je ne veux pas savoir d'où vient l'argent des autres. Ils ont de l'argent, ils ont de l'argent. Mais j'ai gagné dans le 2e tour. Ça me suffit. Pologne maintenant, à l'ouverture de la COP24 dans ce pays, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, met en garde contre le réchauffement climatique, déclarant que pour beaucoup de pays et de régions, voire de pays, beaucoup de gens, de régions et voire de pays y arrivent, c'est déjà une question de vie ou de mort. Les représentants de quelques 200 pays se sont réunis depuis dimanche en Pologne pour tenter en 2 semaines de donner vie à l'accord de Paris signé en 2015 qui vise à limiter le réchauffement climatique de la planète à plus 2 degrés Celsius, idéalement prévu à plus 1,5 par rapport à l'ère industrielle. Suivons ici les propos de Antonio Guterres. We are in trouble. Nous avons des ennuis. Nous avons de graves problèmes avec les changements climatiques. Le changement climatique est plus rapide que nous et nous devons rattraper notre retard avant qu'il ne soit trop tard. Pour beaucoup de gens, de régions, voire de pays, c'est déjà une question de vie ou de mort. It's already a matter of life or death. Pendant ce temps, des dizaines de milliers de personnes défilent pour le climat à Bruxelles. Elles sont bien évidemment au micro de l'agence France Presse que je vous invite ici à suivre. Vous proposez cet élément sûrement dans nos prochaines éditions. On change de chapitre. Édouard Philippe, le Premier ministre français, a annoncé qu'il suspend pour 6 mois la hausse de la fiscalité sur les carburants. Le Premier ministre s'est exprimé lors d'une allocution télévisée pour tenter de sortir de la crise des gilets jaunes. Suivez-en ici des précisions. Entendu cette demande exprimée par à peu près tous les interlocuteurs que j'ai rencontrés au cours des consultations de ces derniers jours, je suspends, pour une durée de 6 mois,
ces mesures fiscales. Elles ne s'appliqueront pas avant d'être débattues par toutes les parties prenantes. Nous voulons, dans ce laps de temps, identifier et mettre en œuvre des mesures d'accompagnement justes et efficaces. Toujours en France, le ministre de l'Intérieur s'est également exprimé pour Christophe Castaner. Ceux qui s'en sont pris samedi à Paris aux pompiers venus éteindre les incendies, bien évidemment, qui ont éclaté lors de la mobilisation des Gilets jaunes, sont une honte pour la République. Le ministre de l'Intérieur s'est exprimé lors d'un déplacement à la Cité des sciences de l'industrie de la Villette à l'occasion de la Seine-Barbe, patronne des sapeurs-pompiers. Chaque fois que vous êtes intervenu pour éteindre un incendie, vous étiez attaqué et nos forces de sécurité vous ont accompagné. Ces femmes et ces hommes qui ont utilisé ces moyens sont condamnables et je veillerai à ce que systématiquement ils soient condamnés. Ils sont une honte de la République. Et oui. Et c'est sur cet élément que nous allons mettre un terme à ce point de l'actualité sur Eden Télévision. Merci de l'avoir suivi, passé d'agréables moments à suivre nos programmes. Bon appétit.